Mon invité de cette quinzaine est exceptionnel à plus d'un titre et je suis sûre que son parcours exemplaire va énormément apporter à l'audience de ce podcast. Alors installe-toi confortablement car il va y avoir beaucoup à dire sur plein de sujets. On va parler d'informatique, d'égalité des chances, d'engagement, de diversité dans la tech et même un petit peu de politique. Oulé, merci mille fois de venir témoigner à ce micro. Merci Aurélie de m'inviter et merci et bonne écoute à l'audience aussi. Écoute, je suis sûre qu'ils sont très touchés de ce petit mot. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je suis Oulematou, d'origine guinéenne, c'est hyper important pour moi de le dire, donc française depuis quelques années et maman de 2 filles, épouse, épanouie et côté professionnel, je suis ingénieure logiciel, études de développement logiciel depuis bientôt 10 ans et à côté, je suis entrepreneuse, je suis conférencière professionnelle et je suis surtout fondatrice de YESO, une association qui œuvre pour l'équité professionnelle femmes-hommes dans l'informatique. Formidable. Donc, ouais, effectivement, on va avoir plein de sujets à couvrir. Quand on a préparé il y a quelque temps cet entretien, tu m'as expliqué que quand tu es arrivé en France de Guinée pour tes études supérieures, tu avais un rêve en tête. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, j'avais un rêve en tête, mais j'ai envie de te dire, j'avais ce rêve depuis mon adolescence, depuis le collège. Donc, mon rêve, c'était être ingénieur informatique, mais pas que. C'est-à-dire, je voulais être experte informatique reconnue. Et donc, ce rêve-là, j'en faisais des objectifs, ces objectifs des étapes, ces étapes-là, des actions. De fil en aiguille, je suis arrivée à ce rêve d'experte informatique parce que aujourd'hui, je suis répertoriée dans les 100 personnalités en France du numérique. Et donc, du coup, c'est une fierté pour moi. Absolument, et tu as tout à fait raison d'en être fière. Bravo pour ce parcours. On va remonter un tout petit peu en arrière. Quel a été ton premier contact avec l'informatique? Alors, mon premier contact, il date, comme je disais, de mon adolescence. En fait, je suis une personne très engagée. Plus loin que je me souviens, je suis engagée sur l'équité femmes-hommes. Et j'ai toujours milité contre l'injustice dans toutes ses formes. Hein. Et donc, au collège, j'avais rejoint une troupe de théâtre qui est vraie pour 3 thématiques. La sensibilisation à la scolarisation des enfants, filles et garçons, dont j'ai failli être victime, l'abolition de l'excision, dont je suis victime, et la lutte contre le mariage précoce. Donc, on mettait en place des sketchs, on était encadrés, hein, on jouait des sketchs dans toute ma région, je faisais des tournées dans ma région pour sensibiliser sur ces 3 thématiques-là. Et c'est via cette troupe de théâtre-là, pour préparer mon rôle, il y avait certains sketchs où je jouais le rôle principal. On allait au cinéma pour regarder des films, pour un peu, un peu jouer comme ce qu'on voit dans les films. Et je suis tombée sur une série qu'on appelle 24 heures chrono. Donc, les jeunes vont rien comprendre, mais je pense que ceux qui ont mon âge connaissent cette série-là. Jack Bauer, voilà, c'est une série qui met en place des recherches de terroristes et tout ça. Et dans cette série-là, il y avait une femme qui m'a marquée. Donc, c'était l'experte informatique et c'était pas n'importe quelle femme, c'était Chloé O'Brien. Et alors là, quand on disait experte informatique, c'était elle qui incarnait ça. Et donc, moi, elle m'avait marquée parce que, c'était une femme et de 2, elle tenait un rôle clé, en fait. Et donc, du coup, j'étais impressionnée par ce qu'elle faisait, par ce travail les recherches qu'elle faisait depuis son ordinateur. Et donc, j'ai dit à mes frères, j'étais au collège, je dis, moi, je veux être comme elle, en fait. Donc, je venais là de découvrir mon premier rôle modèle, en fait. Et c'est drôle parce que elle m'a inspirée alors que j'étais à des kilomètres dans un petit village où même l'électricité, c'est du luxe. Et c'est une femme blanche, alors que moi, pour ceux qui écoutent le podcast, je suis une fille très petite, noire, africaine, très culture, loin de tout ce que vivait Chloé. Et pourtant, je voulais être comme elle.
Et donc, du coup, depuis ce collège-là, tout a été mis en place pour ce rêve-là que je voulais. C'est-à-dire, j'ai fait sciences mathématiques parce que on m'a dit qu'il faut faire informatique, il faut faire maths. J'ai été bon à l'école parce que je voulais faire une université la meilleure possible à ce moment-là en Guinée. Je savais pas que j'allais venir en France. Et puis le bon dossier a fait que bah là, je suis arrivée en France pour faire ces études et donc ce rêve de jeune adolescente et ce concept de rôle modèle d'inspiration m'a amenée à l'université. J'ai fait ici à Lyon, même quand il y avait des années où c'était très difficile, parce que moi j'ai redoublé quand j'étais à l'université puisque c'était très compliqué. Et donc du coup, j'avais quand même ce rêve-là en tête et aujourd'hui, donc quand je me vois dans cet annuaire ou dans des nominations de femmes, je me dis oui, j'ai bien fait de suivre Chloé en fait. En termes de parcours, c'est assez incroyable. Est-ce que tu peux revenir sur le moment où tu es arrivée en France? Comment tu l'as vécu? Est-ce En que tu étais fait, préparée à ça? non, pas préparée parce que comme je disais, jusqu'à l'année du bac, mon rêve s'arrêtait à la capitale de la Guinée. Mon rêve, c'était d'aller à la capitale, de faire mes études dans une école de la capitale. C'est ce qu'on a fait, mes frères et moi. On a déménagé à Conakry pour que je puisse intégrer un lycée qui était assez bon. Et arrivé ici en France, bah quand j'ai eu le visa, je t'avoue qu'on était tous dans la joie, dans la fête. Donc et puis ils connaissent pas et personne de ma famille ne connaît l'Europe. Donc il n'y a pas eu de préparation. Et puis quand tu vis en Afrique, tu as quand même un côté en Europe, c'est tout rose, tout le monde va bien, tout le monde se porte bien, il y a tout en fait. T'as quand même une vision un peu biaisée parfois de ce qui se passe réellement. Donc j'arrive ici, t'imagines, complètement dépaysée. Donc j'atterris à Nantes en fait, parce que mon vol le moins cher arrivait à Nantes et puis après je devais me débrouiller pour arriver à Lyon. Et j'arrive à Lyon et je vois tout le monde courir. C'est vraiment pas du tout pareil qu'en Guinée. Donc, du coup, voilà. Mais quand même, je suis une personne assez joyeuse dans la vie et optimiste. Donc, je me disais, tout va aller bien. Je parle très, très mal français. Je sais pas placer deux mots qui se suivent. Et je connais personne. Mais par contre, j'ai ce rêve d'être ingénieur un jour et j'ai les étapes avec mon frère depuis la Guinée qui n'a pas été à l'école, mais je pense que c'est le meilleur coach du monde. Ah oui. Il m'avait dit, première étape quand tu arrives, c'est pas d'abord les études, c'est de faire des copines, des amis dans l'école, c'est se sentir bien. Et puis après, c'est savoir qu'est-ce qui est important dans les matières que tu vas faire. Il y avait toute une liste que je devais quand même les premiers mois respecter. Et donc, tout était rose, mais au bout de 2 jours, bah, ça a commencé à être gris parce que du coup, j'arrive ici, je suis pas boursière. Donc, j'ai pas de revenus. Et l'argent qu'on m'avait donné comme argent de poste, imagine bien, entre le franc guinéen et l'euro, c'est pas vraiment le truc. Je connais personne, donc je galère à trouver où me loger déjà. Et puis, cette étape-là finie, bah, comment m'intégrer à l'université, sachant que je viens faire des études d'informatique avec ce rêve d'être ingénieur un jour. Sauf que je ne connais même pas comment allumer un ordinateur, en fait. J'ai aucun prérequis. Financièrement, je suis femme de ménage le week-end, babysitter la semaine, et enfin, c'était la jungle totale. Et par contre, vu que ce rêve me tient à cœur et que je sais que je vais y arriver, je sais pas quand, mais je sais que je vais y arriver. Eh ben, je mise tout sur ce que j'ai toujours su faire, être positive, m'entourer et travailler. Donc, du coup, je me mets à fond à l'école. Et à l'école, c'est compliqué puisque en fait, jusqu'à présent, quand j'étais en Guinée, je vivais de l'injustice. Mais je pensais c'était que en Guinée.
Et en fait, en arrivant en France, je comprends que l'inégalité, l'injustice, c'est pas propre à un pays, en fait. C'est partout. Juste à des différentes formes, différents degrés, si on veut dire. Mais je n'ai pas vécu le pire en Guinée que ce que je vis en France. Et je n'ai pas vécu le pire en France que ce que j'ai vécu en Guinée. Tout est à chaque échelon compliqué à sa façon. Mais par contre, j'étais persuadée d'un truc, c'est que je sais pas comment s'il faut que j'escalade les murs, s'il faut que je saute, mais je vais y arriver, peu importe la barrière qu'on va me mettre, ou parfois que je vais me mettre, parce que parfois aussi c'est moi-même, j'avais mes limitations que je me battais contre aussi quelque part. Et donc c'est comme ça que mon arrivée en France a démarré, en fait, Aurélie. Pas facile. Et j'imagine que tu as dû avoir des moments difficiles. Et j'espère que tu as trouvé quand même des mains tendues pour t'aider un peu dans ce parcours-là. En fait, je pense que je suis l'une des plus chanceuses au monde. Je dis l'une parce que j'imagine que toi aussi tu es chanceuse. J'ai la chance d'être tout le temps bien entourée, en fait, d'attirer des gens bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, mon parcours, je le dois à ma façon de découper chaque objectif, chaque projet, de mettre des actions devant. Mais je le dois surtout à mon entourage aussi. Parce que je suis rassurée dans tout ce que je fais. Je sais que si je tombe, j'aurai des gens qui vont m'aider à me relever. En fait, il n'y a pas d'échec. J'ai pas de notion d'échec dans ma vie. J'ai que des notions où j'ai retardé, après j'ai avancé, ou que j'ai avancé directement. Et donc, du coup, à l'université, j'avais une bande de copains, de camarades qui étaient excellents. Et parfois, c'était compliqué, hein, parce que mon pseudonyme d'IT Woman, je le dois à des moqueries d'université, en fait. C'est juste que j'ai toujours été, mais depuis la Guinée, quand je suis face à une difficulté, je cherche des solutions et parfois, c'est mettre une moquerie comme une force, en fait. C'est parfois ignorer, c'est parfois aussi, en tout cas, essayer de dialoguer, essayer de discuter. Je suis quelqu'un qui adore le débat, que je peux débattre avec un raciste, sexiste, normal, peu importe. C'est comme ça que j'avance dans ma vie. Et donc, du coup, ça n'a pas été facile mes premières années et c'est toujours pas facile. Mais par contre, je pense que c'est minime dans tout ce qui est positif que je vis. Super message, en tout cas, justement, et puis conseil aussi. Les choses ne se sont pas passées comme prévu, puisque au milieu de tes études, on te demande de quitter le territoire. Je le dis comme ça, ça paraît un peu plat, mais en fait, ça a dû être un cataclysme absolu pour toi. En fait, parmi les difficultés que j'ai vécues, mais j'ai vécu une tonne. Hein, même moi, parfois, quand je réfléchis, je me dis, mais comment j'avais fait, en fait? Et encore une fois, mes objectifs, à chaque fois, ils sont soit dessinés, soit c'est une photo que j'imprime et chaque matin, je regarde et je me lève comme ça, en fait. C'est une de mes façons depuis toujours. Et ça, je l'ai appris avec mon grand frère depuis la Guinée. J'ai tout le temps une façon de m'envoyer de la force et d'avancer dans la journée. Alors, l'OQTF que tu soulèves là, donc l'obligation de quitter le territoire français, j'en parle pour la première fois dans un podcast et c'était un épisode, c'était l'une des plus difficiles parce qu'il faut savoir que quand je suis venue en France pour mes études, c'est l'économie de tout mon village qui a été mise pour me financer et venir en France. Parce que pour venir en France faire des études, il faut un bon dossier et il fallait un compte bloqué de 6 000 euros. Et 6 000 euros, pour te donner une estimation, c'est plus de 60 millions de francs guinéens. Donc, du coup, c'est une démarche de tout un village. Parfois, mon frère m'a amené pitcher, c'est des commerçants. C'est comme ça, d'ailleurs, mon côté conférencière a commencé pour aller expliquer pourquoi il faut m'aider, pourquoi je suis, enfin, et puis il y avait mon fondateur du lycée où j'étais qui montrait les dossiers. Je viens d'un village, j'arrive à la capitale, je parle pas bien français, pourtant je suis dans les 5 premiers de la classe, un lycée
qui est fréquenté par des gens aisés, j'avais qu'une peur de sociaux. En fait, il y avait tout un écosystème, un groupe de personnes qui voulaient m'aider, voulaient bien m'aider. Donc, pourquoi je te parle de ça? Ça, c'est important sur le sentiment que j'ai eu le jour où j'ai ouvert cette lettre d'obligation de quitter le territoire. Parce que si je quitte le territoire, j'ai pas fini mes études, donc l'objectif qui a été financé par des gens, même que je ne connais pas, est pas atteint. Donc, c'est pour une fois, je pense à un échec. Et de deux, c'est l'espoir de toute ma famille qui tombe, en fait. Parce que je suis la seule à l'école et c'est surtout, je suis l'espoir de tous mes frères et sœurs, en fait. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième point qui m'arrive ce jour-là, c'est l'injustice. L'injustice, pourquoi? Parce que il faut savoir que pour que la France t'envoie un OQTF, l'obligation de quitter le territoire, c'est souvent parce que tu as fait quelque chose d'énorme, ou alors quand tu es étudiant parce que tu redoubles, parce que tu ne réussis pas. Moi, c'était pas mon cas. En fait, quand j'étais à l'université Lyon 1, j'avais plein de profs. En fait, c'était compliqué le rapport avec plein de profs et tout ça, et même des camarades. Mais par contre, j'avais deux profs, de dames, en fait, qui étaient à fond, qui croyaient en moi, qui croyaient en mon projet, donc qui m'aidaient. Et donc, l'une d'entre elles était ma professeure référente pédagogique qui m'avait dit que, vu que du coup, elle peut pas m'imposer de faire le choix de manger, le choix de trouver où dormir ou le choix de faire des études. Il faut que ces trois-là sont liés, je suis obligée. Donc, ça veut dire que pour que je sois logée, pour que je puisse manger, il faut que je travaille. Et les études, pour moi, c'est important. Donc, elle a demandé un aménagement de cours pour moi. Et il n'y en avait pas, hein. Et c'est juste qu'elle a monté un dossier et il y avait plein de personnes qui voulaient m'aider dans ce sens. Donc, j'ai bénéficié de l'Université Lyon 1, un aménagement de cours, ce qui faisait que je faisais un semestre en un an. C'est-à-dire les 5 crédits du semestre, je l'étalais à l'année. Pourquoi? Parce que moi, à partir de 15h30, je ne peux pas être présent à l'école parce que je récupère des enfants que je garde à 16h de l'autre côté de Lyon. Le week-end, je travaille à temps plein. Je suis aide à domicile pour des personnes âgées. Donc, du coup, elle me disait pour que je réussisse, parce que la première année, j'avais redoublé puisque j'avais pas... déjà, j'ai pas de prérequis. 2, je pense que je suis pas assez bon. Et 3, je vivais tout en tsunami, la différence culturelle. Il y avait plein de choses. Donc, la deuxième année, je voulais absolument réussir parce que ce qu'il faut savoir quand on est étudiant étranger, on a le stress des cours, mais on a le stress de que nos papiers soient pas renouvelés parce que la France t'autorise que 2 fois, il faut redoubler que 2 fois, en fait. Si tu dépasses les 2 fois, même s'il y a des Français qui redoublent plus que ça, eh ben, toi, ton titre de séjour n'est pas renouvelé. Donc, on voulait absolument que cette année-là, je réussisse. Donc, ils font cet aménagement de cours, donc avec la signature du président de l'université, tout ça. Et je fais l'année et je réussis, franchement, brillamment, parce que du coup, je participais au TP, j'étais dans des groupes adaptés aux horaires que je suis. Et je vais pour le renouvellement du titre de séjour à la préfecture du Rhône. Et ils considèrent l'année d'après que j'ai redoublé puisque j'ai fait le semestre en une année. Sauf que pour l'université, je ne suis pas redoublante, en fait. Et donc, là où c'est injuste, c'est pas qu'ils ont pensé ça. Là où c'est injuste, c'est qu'avant de déposer le dossier, on a anticipé sur cette situation. On a déposé le dossier de la demande de dérogation, des lettres de recommandation de mes profs qui montraient que j'étais assez bon en classe et des lettres pour justifier mes 2 boulots parallèlement à l'université. Je faisais plus de 50 heures de travail par semaine. Et donc, du coup, malgré ce dossier-là, j'ai un refus. Et donc, du coup, je viens à la préfecture le jour pour demander le renouvellement après étude, donc pour demander le récépissé de la carte. Et je suis reçue par une dame qui me dit, vous allez devoir rentrer chez vous, chercher à rentrer parce que sinon, de toute façon, on vous fout dans un avion et vous allez être rapatrié. Je comprends rien de ce qu'elle me disait. Et elle lançait des pics, la France est envahie par plein de noirs, des trucs comme ça.
Je comprenais pas au Non. départ, jusqu'à ce que, ah ouais, c'était très, très, très compliqué. Et c'est surtout, j'étais cernée. J'étais cernée par plein de gens, en fait. Donc, cette dame-là qui arrêtait pas de parler. Déjà, moi, j'étais perdue dans ma tête parce que c'est toute ma vie qui est en train de se dérouler. Et je retombe sur pied quand ils ont amené les vigiles pour me sortir du bâtiment parce que du coup, je pleurais. Je comprenais pas. Et donc, du coup, c'est comme ça. À ce moment-là, je suis pas notifiée de l'OQTF. C'est juste qu'elle m'a annoncé puisqu'elle le voyait sur son écran. Et je sors on me sort du bâtiment et j'appelle direct mon employeur, donc Elodie, qui est aujourd'hui mon mentor de toujours. Donc, c'était la maman des enfants que je gardais et je lui dis, elle était en vacances en plus. Et donc, du coup, elle me dit, mais on va pas se laisser faire, on va se battre. Et donc, en quelque temps, elle avait remis tout Lyon, presque, je pense. Et donc, du coup, on a une avocate qui est aujourd'hui une amie aussi, et donc plein de gens. Et on fait recours et l'université se range à mes côtés. Ça prend du temps parce que pendant ce temps aussi, je suis obligée non seulement de réussir à l'école, sachant que j'ai ce stress, et en plus, je cache l'information à toute personne. Ça a été su au mois de décembre dernier parce que j'ai fait un post LinkedIn. Parce que nous, les Africains qui venons là faire des études, il faut savoir un truc, c'est qu'on est obligé de réussir. Pas obligé parce que quelqu'un nous oblige, mais on se sent obligé de réussir. Et quand quelque chose comme ça, une obligation de quitter le territoire nous arrive, on prend ça comme une honte totale et comme un échec, comme pas possible. Donc, du coup, vivais en colocation, mais il fallait absolument que ma coloc ne le sache pas. Et donc, du coup, parce que je veux pas que ma famille soit au courant et qu'ils s'inquiètent. Et donc, on s'est battu et cette avocate a obtenu une audience très vite. Et on est allé et on a gagné. Et voilà, l'histoire s'est arrêtée. Et aujourd'hui, je pense que la France, je contribue assez bien pour qu'on comprenne que cette OQTF allait être une erreur, en fait, pour moi, pour ma carrière et pour ce que je suis devenue aujourd'hui pour moi-même, mais pour ce pays aussi, auquel je contribue assez bien, je trouve. Absolument. Et d'ailleurs, dans un post LinkedIn, tu as rappelé les chiffres, un post qui a fait des centaines de milliers de vues. Tu as rappelé les chiffres, les étudiants étrangers occupent 13% des effectifs de l'enseignement supérieur, 51% sont inscrits au niveau licence, 41% au niveau master, 8% au niveau doctorat, 32% optent pour les sciences exactes et 48% travaillent en parallèle de tes études. Donc on est loin effectivement de du portrait qu'on dresse en fait. Exactement, de l'image. exactement. Et j'imagine que les perspectives. Alors au moment où on devait faire, on a dû décaler cet enregistrement. Au moment où on devait le faire, on était en pleine attente des résultats des élections. J'imagine que la perspective d'avoir un parti comme Rassemblement National, c'est compliqué pour nous tous, mais c'est compliqué pour toi et voilà en particulier. Qu'est-ce que, en dehors du message que tu portes, qu'est-ce que tu veux adresser justement comme message à ceux qui ignorent cette situation? L'une des raisons pourquoi on a décalé, c'est que je me sentais pas bien comme plein de Français, je pense. Et j'étais submergée d'émotions parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au mois de juin, quand il y a eu la dissolution et qu'il y a eu entre deux tours avant le 7, la date des résultats, j'ai vécu le pire en accéléré de racisme, en fait. J'ai vécu le pire. Et ça date que quelques mois, puisque c'est au mois de juin là, en fait. Et pendant cette période, moi, il faut savoir que j'habite à Lyon avec mon époux et nos enfants et on est propriétaire. Dans notre résidence, on a, avant d'acheter, comme tout le monde, tu cherches le quartier, tu cherches machin. Et j'habite dans Lyon, il faut savoir, c'est pas en banlieue, à Lyon. Et j'ai une voisine, c'est-à-dire qui me voit depuis 2018, on habite dans cette résidence et on les a trouvés là. Je savais qu'elle avait un problème avec ma couleur de peau parce que
tout ce qui arrive dans la résidence, même quand c'est mon mari qui ferme la porte fort, c'est moi qui l'attaque en fait. Parce que mon mari, c'est que j'ai pas dit, c'est que j'ai un mariage mixte. Mon mari est français, bien blanc comme elle et tout ça. C'est une personne âgée. Hein. Et en fait, j'ai vécu le pire parce que j'ai vu, par exemple, une porte j'ai ouvert une porte, j'ai voulu tenir la porte comme fait toute personne à une personne. Je sortais d'un magasin et la personne m'a dit, je ne touche pas les noirs en fait. C'est-à-dire la porte. Quand je l'ai lâchée, sérieusement, Aurélie, il a échoué la porte. Il a sorti un Kleenex, tu sais, un mouchoir, l'a nettoyé avant de toucher la porte. Et ça date de il y a quelques temps. Dans ma propre résidence, je reviens à ça. Cette même voisine m'a rencontrée, j'étais avec mes enfants, donc qui sont métissés, qui comprennent pas ce qui se passe. Elle m'a vraiment attaquée et insultée de tous les noms parce que pour elle, vivement le 7 juillet, pour que le Rassemblement national nettoie la France de ces noirs, de ces salles noires, en fait, tout simplement. Et ça, devant mes enfants. Et l'autre épisode, quand je te dis, j'ai vécu pendant cette dissolution, j'en veux beaucoup à notre président. En fait, le Rassemblement national, je vois le Rassemblement national, c'est un parti, ils ont leurs idées, je suis pas d'accord, je respecte tout ça. Mais j'en veux au président parce que j'étais pas préparée à ce qui s'est passé. J'ai beaucoup vécu du racisme, du sexisme et de tout ce que tu veux comme injustice. Mais là, j'étais en plus entrepreneurial, chargé, tout ce que tu veux, puisqu'on est changé, toi et moi. Et là, ça m'est arrivé en vague comme ça. Et je pensais qu'en habitant plein ville, que j'allais pas avoir ça. Parce que ce poste que tu citais là, il a fait plus de 150 000 vues en moins de 24 heures. Il faut bien s'imaginer, surtout que c'était une position que je prenais politique. Bah, j'ai tout reçu, même des photomontages de moi et un singe à côté, j'ai tout reçu. Mais ça m'a fait moins mal parce que j'ai l'habitude à ces haters. Mais là, c'est de voir les gens en vrai, parce que jusqu'à présent, c'était de loin. Et puis quand j'étais à l'université ou quand j'étais en début de carrière, je me disais, bah, je vis tout ça parce que si tu veux, je contribue pas encore assez. Même si j'avais mon job étudiant à côté, je faisais plein d'heures, j'étais sérieuse et tout ça dans mes études, dans tout ce que je fais, dans mon rapport avec les gens, je suis toujours comme tu me connais. Mais je me disais, bah, peut-être c'est parce que j'ai pas encore assez contribué, c'est pour ça qu'il y a cette haine. Mais ces derniers temps, en tant que professionnel, en tant qu'une personne qui cumule CDI, plus entrepreneuriat, plus engagement pour l'intérêt général, je me disais, maintenant, je suis à l'abri de peut-être ce qui se passe en physique. Et puis, je suis une femme qui a construit depuis son enfance un répondant, c'est-à-dire je débatte avec n'importe quelle personne et je cherche, ce que je cherche dans un débat, dans une discussion, c'est toujours donner des arguments, expliquer, prendre mon temps, même si parfois ça m'énerve, mais c'est mon devoir de pas être exactement ce que la personne attend de moi, en fait, si tu veux. Mais là, ce qui s'est passé, ça m'a dépassé. Et j'étais en mini-dépression, en fait, quelque part, ouais. Oui, en souffrance, parce que c'est quelque chose autour de moi, si tu as remarqué, j'ai un réseau énorme de femmes, de plein de gens, mais je peux pas trop me confier parce que déjà, je suis une personne qui refuse d'être victime, en fait. Et même si je respecte toutes les personnes qui dénoncent, qui machin, et je fais pareil, mais je refuse d'avoir une posture de victime. Et donc, du coup, ça, je ne pense pas que c'est très positif. Parce que du coup, parfois, ça m'empêche d'aller chercher de réconfort, d'aller chercher de l'aide et tout ça. Parce que je me dis, je vais y arriver, je vais me battre. Et parfois, il faut être faible, en fait. Et donc, du coup, je me suis sentie faible intérieurement, sentie menacée et sentie triste pour mes filles qui le vivaient, qui le voyaient. Et donc, si je reviens au Rassemblement national, je me dis juste, j'aimerais tellement, en fait, quand ils avancent leurs idées,
qu'ils aient des répondants à la hauteur. Quand ils avancent leurs idées là, qu'ils n'aient pas les médias à fond derrière eux, qui font tout pour que même les répondants qui sont là, parce qu'aujourd'hui, il y a des répondants. Je pense par exemple à la responsable de l'écologie, j'ai oublié son nom, mais c'est une vraie rôle modèle. Je pense à plein de politiques comme ça, mais par contre, tu vas beau avoir un répondant, si ceux qui interviewent font de sorte que c'est que les idées extrêmes, droites qui sont relevées, qui font le buzz, qui font machin, et ben c'est triste parce que derrière, c'est pas juste des chiffres ou de la visibilité. Derrière, c'est des vies impactées. C'est des vies impactées injustement. Parce que les chiffres que tu as dit tout à l'heure, quand je parle de... Moi, c'est que je connais, vu que je suis pas née ici, je connais pas l'histoire des Noirs nés en France qui sont encore plus tristes parce qu'ils sont français vraiment. Moi, je suis française, mais française naturalisée. J'ai encore ma culture, j'ai encore un pays et tout ça, un autre pays. Mais quand je me mets sur cette posture que je maîtrise, c'est-à-dire les étudiants étrangers, je trouve qu'on participe assez bien dans l'économie française dès nos études. Et contrairement parfois aux Français de souche, et je trouve qu'on participe assez bien dans l'économie une fois qu'on arrive dans le monde du travail. Et je pense qu'on participe assez bien à la culture aussi française parce que c'est notre différence c'est nos différences à tous qui font la force de la France. La France, elle est belle de sa diversité, en fait. Et donc, pour revenir au Rassemblement national, je n'ai rien contre eux. J'ai juste un rêve, être un jour devant eux, quelqu'un de chez eux, ou être sur un plateau avec eux pour discuter avec eux, parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de choses à leur dire. Et c'est ce que je fais dans mes réseaux. Alors, ça arrivera puisque tous les rêves que tu imagines se réalisent parce que tu y mets la volonté et tu as bien expliqué la façon dont ça fonctionne pour toi. Merci pour ce que tu livres là parce que je pense que c'est déjà moi ça me bouleverse, mais aussi je pense que c'est important. Excuse-moi, de pas faire l'autruche, de pas minimiser en fait ce qui peut arriver. Bien sûr, il y a eu des choses qui ont été relayées sur les réseaux, mais qu'on peut considérer comme vaguement anecdotiques, alors qu'en fait, il semblerait que ça soit généralisé. Puis on a cette posture, nous, de dire non, mais nous, on n'est pas les Américains, on n'est pas racistes, on n'est pas... Non, en fait, c'est faux. Il y a autant de comportements que de personnes, mais c'est important de mettre les mots. Et j'aime beaucoup ce que tu dis aussi sur la contribution, parce que c'est une réalité, c'est que on le sait et on ne le dit pas assez. C'est que, comme tu dis, on est riche de nos diversités. Et ça fait partie de notre richesse, ça fait partie de la construction de la France depuis toujours. Et puis, je pense que c'est aussi, en fait, tu vois, toutes ces idées d'extrême droite et tout ça, j'ai toujours, même si peut-être j'ai pas raison, je me suis toujours dit que nous, en tant que personnes, c'est-à-dire tous les Français, les citoyens, chacun de nous a une responsabilité dans tout ça, en fait. Je ne te dis pas qu'on est tous racistes, on n'est pas là. Mais je pense qu'on a tous une responsabilité dans le sens que, pourquoi je te disais, j'en veux à notre président et à tous ces groupes, tous ces gens qui nous gouvernent, c'est que ils font partie de ceux qui ont fait que ce Rassemblement national a explosé comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, en fait, je pense que moi, en tant que personne, je me lève chaque matin en me disant, c'est pour ça que je mets de l'énergie sur plein de choses qui ne me payent pas parfois. C'est de l'intérêt général ou bien c'est juste des trucs que je devrais peut-être doser le temps, mais je donne du temps. Pourquoi? Parce que je me dois ça pour moi-même, en fait. Je me dois être exemple de ce que je suis, en fait. Je me dois d'être ouverte au débat avec des gens avec lesquels je suis pas d'accord. Parce que c'est peut-être en débattant, en leur donnant ce temps-là, même s'il y en a plein qui se rendent compte de leur donner du temps et tout ça, peut-être que je vais petit à petit injecter une de mes vérités
que je pense vérité, eux, peut-être une tort, pour qu'ils aillent se poser la question. Parce que il faut savoir que les médias ou cette idéologie de droite, ils ont des gens qui courent derrière eux, mais qui y croient vraiment, en fait. C'est ça qui est triste. Tu vois, qui croient vraiment que les Noirs sont là pour faire des trucs et machin. Alors ceux-là, tu sais, souvent quand je donne des conférences, moi, les gens acquis, c'est très bien, mais ils m'intéressent moins, en fait. C'est ceux que je suis complètement pas d'accord, c'est ceux-là que j'y vais chercher à chaque fois. Et je pense que ceux qui sont racistes volontairement, c'est-à-dire ceux que tu vois dans les plateaux, ceux-là, c'est juste des gens méchants, en fait. C'est-à-dire qu'ils connaissent les chiffres que tu disais, ils connaissent tout, en fait. C'est des gens qui savent tout, qui savent que c'est une force pour la France, mais qui viennent pour une idéologie ou pour un buzz politique ou bien pour un agenda personnel pour justifier aussi. leur échec. Parce que souvent, c'est pour justifier leur échec. C'est des gens, mais hyper nuls, je m'excuse du terme, hyper nuls dans tout ce qu'ils font dans leur vie et qui justifient cette nullarité par c'est l'excuse, c'est tel, il y a les Noirs qui font ça, les étrangers, les machins, les nananas. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ceux-là, je vais me battre en face d'eux, mais avec toutes mes forces. Par contre, il y en a parmi eux qui sont derrière leur télé, qui croient à fond et qui pensent réellement que je suis là je suis pas une force pour la France. Ceux-là, je suis en même temps triste pour eux, mais en même temps, je vais tout faire pour les ramener du bon côté de la lumière. Du bon côté de la force. De la force. Absolument. Parce qu'en fait, c'est juste de l'ignorance. Mais encore une fois, moi, je suis militante du plus loin que je me souviens. Et je sais que c'est très difficile de quantifier quand tu fais des actions de savoir est-ce que ça marche ou pas, parce que ça marche que de petites miettes. Et c'est difficile de se dire, t'as réussi à convaincre. Mais il faut quand même continuer. Il faut le faire. Il faut continuer. Parce que c'est petit. Il faut continuer. C'est petit à petit comme ça que ça va aller. Et donc, du coup, et quand tu tiens une vérité, tu le sais parce que tout le monde est plein de gens sont contre toi et plein de gens se battent pour que tu prennes pas la parole. Là, ça veut dire que tu tiens quelque chose et il faut continuer, en fait. Ça prend de l'énergie, mais il faut continuer. Bravo pour ça. Alors justement, je voudrais qu'on parle tu les as évoqués sans qu'on rentre dans les détails de tout ce que tu fais. Déjà, tu as parlé du fait que tu étais en CDI. Donc, est-ce que tu peux dire pour notre audience quel est ton métier, en fait, en quoi ça consiste? Et bien sûr, on prendra le temps de parler de ISO et IT for Women. Ouais. Eh ben, c'est IT for Women. Je t'en parlais, c'est IT Woman, mais je t'en parlerai. Ouais. En fait, je suis pas en CDI. J'étais en CDI jusqu'à il y a un an. Il y a un an, donc, du coup, j'ai lancé IT Woman Movement, qui est devenu aujourd'hui YESO et le réseau IT Woman. J'étais donc en CDI, j'étais lead technique dans une société à Lyon et mon métier, en fait, en tant qu'ingénieur développement, depuis le début de ma carrière, je fais du développement logiciel. Je suis plutôt spécialisée en back-end. Pour l'audience, ce qui veut dire back-end, c'est souvent dans une voiture, c'est ceux qui s'occupent du moteur, en fait, du moteur de la voiture, de la partie, de cette partie-là. Et la partie, ceux qui font du développement front-end, c'est plutôt la visibilité, la couleur de la voiture, la forme et tout ça. Et donc, du coup, je développe des logiciels comme ça et j'ai fait plusieurs groupes à Lyon, dont des grands groupes comme la SNCF ou d'autres. Et j'ai rejoint cette société, ma dernière société, et en tant que développement aussi ils sont spécialisés en digitalisation de process de documents. Donc, du coup, au bout de quelques mois, en arrivant dans l'entreprise, on me nomme donc lead technique, responsable du développement technique de la partie que nous on faisait, puisqu'il y a plein de directions dans cette entreprise-là. Et à côté de ça, je suis nommée ambassadrice de l'égalité des chances dans l'entreprise.
C'est une entreprise qui est en France et aussi un peu à l'étranger. Et donc, c'est comme ça que je commence à donner des conférences au nom de l'entreprise. Et puis après, j'avais ce projet être comme Chloé de 24 heures chrono, c'est-à-dire être experte de mon domaine. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à donner des conférences au nom de l'entreprise, je me suis dit, mais pourquoi pas, au lieu d'aller parler mixité, égalité professionnelle et tout ça, je vais faire des conférences techniques, c'est-à-dire aller dans les conférences de la tech comme d'habitude. Comme ça me permet de voir déjà mon niveau et tout ça. Et donc, j'ai commencé ça il y a 2 ans. Et donc, mon métier, c'est ça. Je fais du développement logiciel. Et l'année dernière, donc il y a un peu plus d'1 an, je lance Yeso. Et ce que j'ai pas anticipé, c'est que ça a fait un carton en fait au final, puisqu'il y a plein de monde qui me rejoint, commence à être sollicité de partout et je démissionne de mon entreprise parce que du coup c'était trop chargé. En plus, je suis maman d'enfants de bas âge, je fais 1001 trucs et donc du coup et ce projet et Yeso, c'est mon projet depuis ma première année université. Je savais que j'allais faire ça, c'est juste que à ce moment, j'étais focus sur moi-même, comment avoir mon diplôme. Et quand j'ai commencé à travailler, c'était comment être passé de junior voilà, à une personne qui a de l'expérience. Et puis, c'est comme ça, à chaque fois, je reportais, enfin, c'est pas que je reportais, mais j'attendais ce palier d'être assez à l'aise techniquement, d'être assez reconnu. Et puis après, je lance ce projet qui réunit en fait, des actions que j'aurais fait pour la petite fille que j'étais, tout au long de mon parcours, de la petite fille à la femme, tout ce que je vivais comme, je suis une personne qui agit comme les ados, c'est-à-dire j'ai mon carnet de tous les jours, en fait, j'ai un carnet journal que je tiens, chaque soir j'écris. Et dans ces écrits, il y a mes succès, mais il y a aussi les difficultés que je rencontre. Et à chaque fois, je mets une action devant. Et ces actions-là allaient au-delà de moi parfois parce que c'était des choses que j'avais pas de pouvoir changer pour moi. Et là, tout ça, c'est devenu des actions d'ISO pour que tout ce qui m'arrivait n'arrive pas à une autre femme parce que au final, tout ce qui m'est arrivé ou que j'ai rencontré de succès ou de difficultés depuis mon enfance avait un point commun. C'était que des choses qui arrivaient très souvent aux femmes, en fait. Et ça, j'en avais marre. Parce que même si le racisme, ça arrive à tout le monde, mais quand tu es une femme, tu es doublement pénalisée, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc aujourd'hui, depuis l'année dernière, donc quand j'ai démissionné, j'ai créé mon auto-entreprise à côté. Et donc du coup, depuis ça, je suis consultante technique dans une entreprise qui s'appelle Novodev, qui est ici dans les locaux où je suis. Je suis responsable technique dans cette boîte en tant que freelance du coup. Et mon quotidien, donc du coup, c'est voir comment on avance avec les équipes, les challenges techniques, quel choix il faut faire sur les technos, sur les tâches, sur plein de choses. Et je fais un peu du coaching du coup. En parallèle, donc mes semaines, c'est quelques jours, parfois c'est 2 jours que j'interviens, parfois c'est 1 jour, ça dépend de la semaine. Et le reste du temps, j'ai des conférences que je vends en entreprise, donc j'interviens en entreprise en tant que conférencière. Et à côté de ça, je suis à la tête de Yeso que je gère avec 25 personnes autour de moi, puisque l'équipe Yeso a bien grossi. Et on fait plein d'actions. Et donc, du coup, je jongle entre tout ça. Mais c'est la vie que j'adore, en fait. Je jongle entre ma vie de maman où mercredi après-midi et le week-end, je suis focus. Les autres jours, toute minute est comptée et je suis épanouie dans ça. En fait, j'adore être chargée, en fait, je pense. Je sais pas si c'est le mot adoré. Je sais pas si c'est adorer d'être chargée, c'est pas ça. Mais en fait, j'aime bien être en mouvement. On se connaît pas physiquement, on se connaît de loin. Mais je suis tout le temps speed. Et j'adore ça, j'adore rencontrer des gens, parler technique, parler non technique, écouter les gens. Enfin, je fais plein de trucs.
Alors, pour retrouver Yiso, c'est un nom qui veut dire quelque chose. Tu peux nous Ah, l'expliquer? j'adore. Décidément, j'adore ton podcast parce que déjà, l'OQTF, je l'ai abordé nulle part à part dans ce poste et j'en parle jamais parce que c'est comme si c'est une honte pour moi d'avoir reçu ça. Et là, tu me parles de Yeso, c'est super parce que Yeso, en orthographe, ça s'écrit Y-E-E-S-O. Donc, 2 fois E-S-O et notre site, c'est yeso.fr. Et Yeso veut dire avenir, veut dire aller de l'avant, veut dire tirer l'autre de l'autre côté, veut dire traverser le pont. Ça veut dire plein d'expressions, mais globalement, ça veut dire aller de l'avant. Pourquoi j'ai donné ce nom à l'association? C'est que ça, en fait, c'était la berceuse de mon enfance. Il faut savoir que moi, j'ai été orpheline très tôt, à 6 mois de ma maman et quelques temps après mon papa. Et j'ai grandi avec mes frères et sœurs dont je te parlais au début de l'enregistrement. Ma grande sœur qui avait 11 ans, il y a 11 ans d'écart entre elle et moi. Et c'est elle qui, en fait, moi j'ai la chance d'avoir été élevée par plein de mamans en fait. Tout le village, j'ai cette chance d'avoir eu plein de parents en fait, plein de gens autour de moi qui m'aidaient depuis mon enfance. Et puis ce côté aussi d'avoir pas connu mes parents, bah j'ai pas cette tristesse, tu sais que quand tu connais quelqu'un et tout ça. Et ma grande sœur me portait au dos avec cette berceuse. Et je connais cette berceuse parce qu'elle me l'a chantée jusqu'à tard. Mais c'est surtout aussi parce que je suis maman depuis ma grande à 7 ans maintenant. J'ai chanté cette berceuse pour mes enfants. Et ça m'a encore rappelé, puisque ma grande sœur, j'ai grandi avec elle, donc quand elle s'est mariée, je suis allée vivre avec elle. Donc quand elle avait un bébé, c'était comme ma petite sœur, donc je chantais Ah cette ben oui, berceuse ouais. et elle me racontait l'histoire de cette berceuse qu'elle me chantait bébé. Et moi, je l'ai chantée pour mes enfants. Aller de l'avant, avoir le sourire, et forger son destin. C'est donc du coup, j'étais en train de brainstormer avec un membre de l'équipe puisqu'on voulait changer de nom IT Woman Movement et il me disait mais moi j'aimerais bien qu'on trouve quelque chose pas mot guinéen soit en rapport avec ton histoire et d'un coup j'ai pensé à cette berceuse et je me suis dit Magnifique. bah on va l'appeler Yeso parce que ça dit tout. L'informatique c'est l'avenir. Et notre slogan, c'est l'avenir de l'IT avec les femmes, parce que sans les femmes, il n'y a pas d'avenir en fait dans ce domaine-là. Et sans la diversité dans sa globalité, il n'y a pas en fait, sans inclusion tout simplement, il n'y a pas d'avenir parce que un avenir où il y a des oublis, où il y a des biais, où ça ne marche pas, bah, c'est pas vraiment un avenir. Donc, ça nous correspondait bien et c'est comme ça que Yeso est né. Magnifique. Et tu as répondu à la question que je voulais te poser juste après, justement sur ta position sur la place des femmes dans le numérique et puis plus généralement dans les sciences. Je suis consciente du temps qui passe. J'invite évidemment tout le monde à aller voir le site web yeso.fr et puis aussi bien sûr à suivre ce que vous faites sur LinkedIn et à te suivre toi, bien entendu. Je voudrais simplement qu'on prenne un tout petit peu de temps pour les questions que j'ai l'habitude de poser. La première, je sais que tu es une personne qui va vers l'avant. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu aimerais pouvoir revenir en arrière et te donner un conseil voilà, si tu avais la possibilité d'avoir une machine à remonter de temps, est-ce que tu reviendrais à un moment pour te dire quelque chose? En fait, tu sais, vu que j'ai pas cette notion d'échec, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai rencontré des difficultés ou d'échecs personnels, enfin de choses où le problème c'est moi-même parce que moi mon plus grand combat c'est contre moi-même, hein, c'est contre mes limitations à moi, contre parfois tu te lèves, t'as pas d'énergie et tout ça, c'est contre tout ça. Donc au final, n'ayant pas cette notion d'échec, je ne pense pas que je vais changer quelque chose sur la trajectoire que j'ai prise. Mais par contre, en ayant allé aujourd'hui avec l'âge que j'ai, je vais me dire s'entourer, c'est vraiment
c'est ce qui a défini le résultat aujourd'hui que j'ai, c'est grâce à cet entourage, parce que c'est grâce à mon travail, mais pour que je travaille, il fallait que je me sente bien sur mon environnement, il fallait que je sois rassurée par ce que je vois, pas que quelqu'un vienne me rassurer, mais le réseau, c'est important pour moi. Donc, si je pouvais revenir en arrière, je vais dire à cette Oulématou, tu es sur le bon chemin, sur le côté s'entourer, faire confiance aux gens et avancer. Et je vais lui dire aussi à cet âge-là, je pensais beaucoup que les gens injustes, en fait, étaient nombreux. En fait, aujourd'hui, si je peux faire machine arrière, je vais lui souffler sur le côté, tout ce que tu vois là, même malgré les injustices qu'on voit en France ou ailleurs ou machin, franchement, c'est une poignée de gens qui font trop de bruit pour se faire croire qu'ils sont nombreux, en fait. Que ce soit les racistes ou autres. Moi, je fais partie de ces personnes qui pensent pas qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de racistes en France, hein, mais je pense qu'on est beaucoup nombreux à ne pas être racistes. Et je pense que si je peux faire machine arrière, je vais lui dire de mettre vraiment un focus sur ce qui est positif, en fait. C'est-à-dire de faire la promotion du positif et de pas trop donner du temps au négatif, en fait. Et je pense que avant, je donnais beaucoup du temps à de l'énergie sur oui, il m'a fait ça, je vais me battre, machin. Je vais me poser cette question, est-ce que si je me bats, ça va aller au-delà de lui, ça va aller au-delà, l'impact que ça va avoir, là, je vais me battre. Par contre, si c'est juste pour perdre de l'énergie, je vais oublier parce qu'on est très nombreux à pas être comme ça. Donc voilà, c'est sur ces choses-là que je vais, peut-être que j'allais rectifier un peu le temps que je mettais sur de petites, c'est pas de petits trucs parce que ça m'impactait vraiment, je pleurais des heures et tout, mais ne pas trop donner du temps à ce genre de trucs. Excellent conseil. Et est-ce que tu peux nous dire s'il y a un bouquin qui t'a aidé, que tu aimerais, ou simplement que tu as aimé, qui t'a accompagné? En fait, non. Je suis pas une grande lectrice. C'est peut-être la première invitée que tu as qui ne lit pas beaucoup. Non. Moi, c'est une de mes difficultés, en fait. J'adore écrire. J'écris, mais j'écris tout le temps, en fait. J'écris beaucoup. Et par contre, je ne sais pas lire, en fait. J'achète plein de livres, hein, mais j'ai du mal à lire. En fait, pour les lire. Ouais, en fait, je pense que peut-être que j'ai pas, il y a plein de copines qui me disent que j'ai pas trouvé la thématique que j'adore ou machin. Mais moi, ce que j'aime, c'est, tu sais, c'est écouter des émissions ou des podcasts ou des trucs d'inspiration, des échanges comme ce qu'on est en train de vivre et me dire, oula, ah, oui, elle aussi, elle le vit ça. Ou bien, ah, elle agit comme ça. Je suis très, mais même quand j'étais étudiante, j'ai une mémoire visuelle, en fait, je suis obligée de, les cours, quand je les écris pas, je me souviens pas, je suis obligée d'écrire les choses et machin. Et quand j'écoute des gens, suis toujours obligée d'avoir un petit carnet, des trucs, je gribouille un truc, parfois je relis même pas. Mais voilà, donc, je suis plus podcast, je suis plus, émission, et c'est comme ça que j'ai rencontré une de mes rôles modèles. J'en ai deux aujourd'hui en France. J'ai plein de femmes qui m'inspirent, mais j'en ai deux que j'ai rencontrées en écoutant et qui sont aujourd'hui, je pense à elles, je me dis ok, c'est possible. La première, tu veux bien que je t'en donne des noms ou pas? La première, c'est Isabelle Collet. Isabelle Collet, je sais pas si ça te parle. Et parce que quand j'étais étudiante, je passais mon temps à regarder des vidéos sur Welcome to Jingle ou bien sur YouTube ou bien des podcasts. Et un jour, je t'ai tombée sur une interview d'elle et je me suis dit, celle-là, elle est dans l'informatique, elle est chercheuse. En plus, elle est incarnée, en plus, elle prend la parole, et en plus, je me suis dit jusqu'à présent, c'était un rêve d'ado, Chloé O'Brien, mais là, celle-là, c'est réel. Et c'est pas que je veux être comme elle, mais en la voyant, je me dis c'est possible en fait.
tout simplement. Donc, je connaissais mes profs femmes à l'université, mais elle, du fait qu'elle prenait la parole, du fait qu'elle était elle incarnait son truc, et en plus, elle est très engagée sur l'équité, enfin, l'égalité, puisqu'elle emploie ce mot. Je me suis dit, elle m'inspire. Ça, c'était la première. Et la deuxième, donc Isabelle Collet, bien grande, bien blanche et tout ce que tu veux. C'est très important pour moi de parler de couleur de peau, hein, même si je suis contre la définition de race dans sa globalité. Mais nous, quand on est arrivé au monde, toi et moi, il y avait les races, donc il faut faire avec. Mais je suis noire et c'est hyper important pour moi d'être noire et fière, en fait. Donc, je parle de couleur. Donc, qui incarne ça, mais elle était mon rôle modèle de informatique. Et par après, donc, je suis arrivée sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans. C'est juste quand j'ai eu l'idée de lancer Yeso. Jusqu'à présent, j'avais même pas de réseau social. Et je découvre sur LinkedIn Laetitia Elouette. Laetitia Elouette, qui était présidente de la politique de ville et plein de choses. Elle m'inspire dans le sens que, en fait, j'ai écouté un podcast de France Culture où elle parlait. Et franchement, j'avais l'impression que je lui soufflais ce qu'elle disait. C'est pas que je lui soufflais, mais je me reconnaissais tellement dans tout ce qu'elle disait. Parce que sa particularité, c'est que c'est une femme, bien sûr, grandie en France et peut-être née ici. Mais la différence qu'elle avait, c'est qu'elle était noire comme moi. Elle est ambitieuse. Elle est compétente. En fait, elle est tout ce que je rêve vraiment pour toute femme, jeune fille qui me ressemble, en fait, tout simplement. Et donc, ces deux-là, à chaque fois, parce que maintenant, aujourd'hui, je les connais physiquement, puisqu'on s'est rencontrés, on se connaît. En plus, Laetitia, qui est devenue vraiment une amie, finalement, enfin, une grande sœur, c'est des personnes qui m'envoient de la force, en fait. Parce que je me dis, faut pas que je me mette des limites et faut que je fonce parce que elles ont réussi, les deux là. Et ben, je sais que je vais réussir. C'est génial. Il nous reste 5 minutes. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu écoutais beaucoup d'émissions. C'est quoi ton émission préférée, incontournable, celle que tu écoutes tout le temps? En fait, je vais partir sur quelque chose qui n'en a rien à voir. Tu sais, il y a une émission sur France 2 les après-midi que j'écoute après à la fin ça commence aujourd'hui, je sais pas comment s'appelle l'animatrice, mais j'écoute cette émission. Pourquoi? Parce qu'elle aborde des différences ou elle aborde c'est des personnes qui viennent raconter des choses hallucinantes qui leur sont arrivées et comment elles font pour surmonter ces choses-là. Et j'adore cette émission-là. C'est une émission que j'écoute juste avec les écouteurs sans forcément regarder en rediff. J'adore parce que ça me montre encore une fois la diversité des gens et parfois les méchancetés qui existent dans ce monde-là et ça me donne de l'énergie pour encore plus donner du temps à tout ce que je fais. Et surtout, je me dis, toutes ces personnes qui viennent raconter leur vie, des choses, des différences, des machins, et ben, combien de fois elles ont de la force, en fait. Parce que moi, on peut beau croire que, enfin, de loin, les gens pensent que j'ai une force énorme, j'ai de l'énergie et autres. Mais je pense pas que j'ai beaucoup de force, en fait. Parce qu'il y a plein de moments où je suis complètement KO et tout ça. Et c'est juste que je me dis, c'est énorme toutes ces personnes qui s'assument, qui vont loin. Et je refuse en tout cas de regretter un jour devant mes enfants. Et donc du coup, c'est ce genre d'émission que j'écoute. Écoute, merci 1000 fois, Oulimata, pour ton témoignage sincère, authentique. Je suis sûre que, comme moi, l'audience va retenir ta manière de réaliser tes rêves. Et justement, le fait que tu n'y renonces pas, et puis en même temps des récits qui posent une réalité qui est pas toujours agréable à entendre, mais qu'il faut connaître et puis qu'il faut surmonter. Donc merci à toi. Merci à toi Aurélie, je suis hyper ravie et suis
très, très, très contente parce que tu as un pouvoir de malade, de fou, je m'excuse du terme malade, d'échanger avec les gens, de les amener à discuter, à parler. Et je suis ravie, ravie, ravie de t'avoir, répondu, en fait. Merci. Eh bien, écoute, tout le plaisir est pour moi. À très bientôt, les Matous. À très bientôt. Alors, je fais tout de suite la pause comme ça. Hop.